de la fin du 19e siècle français, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Jules Massenet. Je, euh, je commence du coup, je peux commencer? Oui, 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 allez-y, allez-y. Parfait. Eh ben, bonsoir, merci d'être présent pour cette dernière présentation de la saison autour du Don Quichotte de Jules Massenet. Alors, on continue notre compagnonnage, comme vous le disiez Jean-François, avec Massenet. On a donné il y a quelque temps le Cendrillon, c'était une autre répertoire. On reprend régulièrement le Manon. Et là, donc, nous proposons une nouvelle production du Don Quichotte de Massenet, donc à l'Opéra Bastille, du 10 mai au 11 juin. Vous venez le 17 mai de mémoire, c'est bien ça? C'est C'est ça. ça. Vous serez là le 17 mai. Donc, à l'Opéra Bastille, c'est une œuvre qui dure 2h35, dont un entracte. Donc, c'est une œuvre qui n'est pas très longue, hein. C'est en fait 2 heures de musique, avec un peu plus de 2 heures de musique, avec un entracte une entracte d'une vingtaine de minutes. Alors, moi, bon, je vous présente pas ce compositeur, cet immense compositeur du 19e siècle, qui est né en 1842, qui est mort en 1912, qui a dominé la vie musicale, j'allais dire parisienne, à partir de la mort de Bizet en 1875 jusqu'à sa propre mort à lui, qui a écrit une vingtaine d'opéras, 25 pour être précis, et Don Quichotte fait partie de ses derniers Laurent, opéras. c'est qui? Alors le Il y a contexte un des directeurs de l'Opéra de Paris. Ah, est-ce qu'on peut juste couper le micro, le retour? Merci. Et donc, quelques mots sur la genèse, notamment de Don Quichotte, qui est une genèse intéressante, puisqu'à l'origine, c'est un directeur d'opéra qui a l'idée du projet de Don Quichotte, c'est Raoul Gainsbourg, qui était à l'époque le directeur de l'opéra de Monte-Carlo. Et il se trouve que Gainsbourg voulait monter un projet autour de Fyodor Chaliapine, immense basse russe qui était Fyodor Chaliapine. Et Fyodor Chaliapine avait ses entrées à l'Opéra de Monte-Carlo depuis 1905. Il venait tous les ans, il triomphait. Et Gainsbourg se dit qu'il pourrait continuer à monter un projet autour de Chaliapine. Et il a l'idée d'une pièce de théâtre qui a été créée en 1904 au théâtre Victor Hugo à Paris, qui s'appelle Le Chevalier de la longue figure, signé d'un certain Jacques Leloir. Pièce qui a triomphé donc en 1904, qui est une pièce en un prologue, 4 actes et un épilogue. Et il confie le soin à Henri Quint, librettiste, romancier, écrivain de son état, peintre également à ses heures, Henri Quint, d'adapter le texte de Jacques Leloir. Et au départ, il a l'idée, Raoul Gainsbourg, de confier la partition à Charles Lecoq, grand compositeur de l'époque. Charles Lecoq ne veut pas, refuse le projet de Gainsbourg, et du coup, Gainsbourg se tourne vers Jules Massenet. Il se tourne d'autant plus facilement vers Jules Massenet que Massenet, comme Chaliapine, avait ses entrées à l'Opéra de Monte-Carlo. Lui, depuis 1902. Tous les ans, depuis 1902, Massenet crée, proposait soit une création, soit une reprise d'une de ses œuvres. Donc, c'est tout à fait naturellement que Gainsbourg propose à Massenet de travailler sur le livret d'Henri Quint. Massenet accepte d'autant plus facilement que Henri Quint est son librettiste fétiche. Ils vont collaborer en tout 7 fois ensemble. Avant Don Quichotte, ils avaient déjà collaboré 4 fois, dont sur Cendrillon, et ils collaboreront encore 2 fois après Don Quichotte. Donc, il accepte la proposition. Il écrit sa partition entre 1908 et 1909, et en février 1910, Don Quichotte est créé, donc avec Fyodor Chaliapine dans le rôle titre, chevalier de la longue figure, Don Quichotte, en février 1910, et l'œuvre, c'est un triomphe. Un des plus gros succès de Jules Massenet depuis le début de sa carrière. Le succès ne va pas se démentir. D'abord, ils vont donner l'œuvre après Monte-Carlo à Marseille, puis à la Monnaie de Bruxelles, puis à la Gaîté Lyrique à Paris en décembre 1910, et puis ensuite, Chaliapine va traîner le rôle de Moscou jusqu'à New York. Donc l'œuvre va très rapidement s'imposer à l'international grâce à la présence magnétique de Chaliapine.
Alors, il faut quand même dire que depuis, l'œuvre a connu un peu des hauts et des bas. C'est-à-dire que, à côté de Werther et de Manon, l'œuvre est moins souvent représentée. C'est incontestable, il faut quand même le dire. Ce n'est pas une œuvre aussi populaire que Werther et Manon. Pour autant, assez régulièrement, l'œuvre est donnée à travers le monde. Alors, à l'Opéra de Paris, on n'a pas de données de production de Don Quichotte depuis 2002. En fait, à l'origine, nous avions donné une nouvelle production en 2000 dans une mise en scène de Gilbert Deflot, qu'on avait reprise une fois en 2002, et depuis, on n'a pas donné Don Quichotte. Donc, vous faites le calcul, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas donné Don Quichotte à l'Opéra de Paris. Alors, de quoi parle Don Quichotte? euh, On commence, c'est un opéra en 5 actes. On commence sur une place d'Espagne. Le peuple est rassemblé et fait la fête. Et puis, ils font la fête et il y a une maison qui donne sur cette place dans laquelle vit une certaine Dulcinée qui est une courtisane. Et régulièrement, elle a la visite, elle fait la fête et elle a la visite de ses nombreux prétendants, dont son amant officiel qui s'appelle Juan. Et arrive sur la place Don Quichotte sur sa Rocinante avec Sancho sur son âne. Et Don Quichotte jette de l'argent aux mendiants qui sont là. Très généreusement, très libéral, il donne de l'argent aux pauvres. Et puis ensuite, il est face à la maison de Dulcinée, elle est à son balcon, et il admire Dulcinée. On comprend tout de suite que Don Quichotte éprouve des sentiments pour Dulcinée. Et puis, la fin de la journée arrive, les gens disparaissent de la place, et Don Quichotte se met sous le balcon de Dulcinée et commence à lui chanter une sérénade. Arrive Juan, l'amant officiel de Dulcinée, qui affronte Don Quichotte, qui est furieux de la façon dont Don Quichotte agit avec sa maîtresse, et ils commencent à ferrailler tous les deux. Et Don Quichotte, pendant qu'il ferraille, cherche à composer les derniers vers de sa sérénade. Dulcinée apparaît au balcon, encourage Juan à partir, Don Quichotte se retrouve seul, et un duo s'engage entre Dulcinée et Don Quichotte, où Don Quichotte lui dit des mots merveilleux, elle comprend qu'il est amoureux d'elle. Et elle est tellement touchée par la sincérité et l'authenticité de cet homme qu'elle lui fixe un challenge. Elle lui dit, eh ben, tu veux faire quelque chose pour moi, tu m'aimes, on m'a volé un collier, un bandit m'a volé un collier, je voudrais que tu me le récupères. Don Quichotte accepte bien évidemment cette mission et part nanti de son fidèle Panza. Fin du premier acte. Au deuxième acte, Don Quichotte est sur sa Rocinante et cherche à composer des vers. Il a du mal, il travaille sur ses vers. Pendant que Sancho Panza, lui, se lance dans une grande diatribe contre les femmes. Il reproche à Don Quichotte d'être tombé amoureux d'une courtisane. Il lui dit, elle va faire votre malheur, ne tombez pas amoureuse de ce genre de femme. Et là, tout à coup, apparaissent des moulins que Don Quichotte prend pour des géants. Et il décide de se battre contre les moulins. Panza a beau lui dire que ce sont des géants, Don Quichotte ne veut pas voir la réalité et se bat contre un moulin, s'empale, si je puis dire, contre la pale du moulin et commence à être projeté dans les airs. La scène termine de façon burlesque. Fin du deuxième acte. Au troisième acte, nous sommes toujours dans la Sierra espagnole et les deux hommes cheminent et finissent par camper. Le soir arrive, ils campent. Don Quichotte regarde les étoiles et puis arrivent les brigands, qui sont une centaine. Don Quichotte ferraille contre eux, ils sont trop peu, d'autant plus que Panza a fui, et donc les brigands finissent par faire prisonnier Don Quichotte et se demandent ce qu'ils vont en faire. Le pendre, le brûler, autant de joyeuseté auxquelles Don Quichotte doit s'attendre. Et donc, que fait Don Quichotte? Il commence à prier Dieu. Et là, les brigands sont fascinés par la hauteur d'âme de Don Quichotte, décident de lui donner le bijou qu'il réclamait et, en plus de ça, lui demandent sa bénédiction. Fin du troisième acte.
Au quatrième acte, nous sommes de nouveau chez la courtisane, Dulcinée. C'est encore la fête des danses pittoresques, folkloriques. Tous les courtisans sont autour d'elle. Et puis apparaît, tout à coup, Don Quichotte, avec son bijou, avec son collier. Il s'attend à une récompense. Il vient vers elle, il est moqué par les courtisans, il ose la demander en mariage. Dulcinée est désolée, elle ne peut pas, parce qu'elle est courtisane. Et pourtant, elle a une profonde tendresse pour lui. Elle va même aller jusqu'à l'embrasser sur le front. Et quand les courtisans vont se moquer de lui, elle va prendre sa défense, avant que Pansa lui-même ne se mette à sa seconde diatribe dans laquelle il défend la hauteur d'âme de Don Quichotte et il se rebelle contre l'attitude des courtisans. Don Quichotte part avec Pansa, fin du quatrième acte. Il est malheureux, bien sûr. Au dernier acte, très court, Don Quichotte est contre un arbre et il se meurt d'amour, bien sûr, il se meurt. Pansa est resté à ses côtés. Don Quichotte regarde une étoile, l'étoile de Jupiter, il pense que c'est Dulcinée. Il entend la voix de Dulcinée, on entend la voix de Dulcinée. Et Quichotte meurt tranquillement, sereinement, rasséréné par cette voix de Dulcinée qu'il aura entendue. L'opéra se termine sur ce final magnifique, plein de poésie, et en même temps éminemment tragique. Voilà, brossé à grands traits, l'argument du Don Quichotte de Massenet. Alors, concernant maintenant l'adaptation, c'est passionnant parce que ce sont des poupées gigognes, et vous allez comprendre pourquoi. Au départ, on a bien évidemment en tête le roman de Cervantes, forcément, ce chef-d'œuvre universel écrit par Miguel de Cervantes en 1905, la première partie, et 10 ans plus tard, il écrira la deuxième partie, 1605, et la deuxième partie en 1615. C'est un roman protéiforme, 1000 pages à peu près, collection de la Pléiade, 1000 pages, et c'est une succession d'épisodes, une rhapsodie d'épisodes, en fait, qui sont interchangeables, souvent répétitifs pour qui a lu véritablement Don Quichotte dans le texte, et qui sont finalement, l'essentiel n'est pas tant dans ces péripéties que dans les dialogues entre Don Quichotte et Pansa. C'est en quelque sorte l'essence même de l'œuvre. C'est ce qui fait, c'est qui donne sa résonance aussi bien littéraire que morale, métaphysique. Tous les éléments sont d'une certaine façon, politiques aussi d'une certaine façon, dans les dialogues entre Pansa et Don Quichotte. Alors je rappelle, Don Quichotte, je pense que vous le savez tous, c'est cet homme qui est imprégné de littérature médiévale, de chevalerie médiévale, et qui se prend lui-même pour un chevalier, tellement imprégné de cette littérature, notamment du chevalier Amadis, qu'il veut devenir comme lui et il finit par basculer dans l'irréel, se prendre lui-même pour ce chevalier et vouloir accomplir les exploits des chevaliers médiévaux. Et il a besoin d'un aiguillon. Et cet aiguillon, c'est qui? C'est tout simplement une femme une paysanne qu'il a rencontrée, Dulcinée, qu'il a fini par idéaliser. Et donc, il se bat au nom de cet amour, de cette Dulcinée. Voilà. Donc, c'est un roman qui est extrêmement complexe, qui a de nombreux ressorts, il y a de nombreux plans dans le roman de Cervantes, et toute adaptation devient forcément incomplète, superficielle. On reste sur l'écume des choses, et il suffit de regarder toutes les adaptations qui ont été faites au théâtre, dans la musique, dans le domaine de la musique ou par ailleurs, pour s'apercevoir que toutes ces adaptations ont été des échecs. Parce que forcément, à un moment, on reste sur l'écume des choses. Alors, Jacques Le Lorrain, cet auteur du Chevalier de la longue figure, sorti en 1904, que va-t-il faire? Eh bien, ça n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui a bien compris que le roman de Cervantes est absolument inadaptable. Donc, il va faire une chose très simple, il ne va pas l'adapter. C'est aussi simple que ça. Son souci n'est pas d'adapter le roman de Cervantes. À telle enseigne que même la scène des moulins, dans la pièce de Jacques Le Lorrain, ne figure même pas. Il n'y a pas la scène des moulins. C'est dire si Le Lorrain ne veut pas adapter le roman de Cervantes. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi son but?
Ben, c'est tout simplement utiliser l'archétype, le personnage de Don Quichotte, la psychologie de Don Quichotte, le profil psychologique de Don Quichotte, son côté authentique, sa flamboyance, son panache, sa générosité, donc le côté malheureux en amour. Et pourquoi veut-il utiliser ce personnage? Parce que le Lorrain lui-même se reconnaît dans Don Quichotte. Il écrit donc une pièce qui tourne autour de qui? Autour de lui-même, Jacques le Lorrain, et utilise comme prétexte le personnage de Don Quichotte, qui est une sorte de double. La pièce de Le Lorrain est une pièce entre guillemets autobiographique avec des éléments biographiques, et il utilise la figure de Don Quichotte pour se raconter. C'est aussi simple que ça. Et pour qui connaît Jacques le Lorrain, on s'aperçoit que la figure de Le Lorrain et la figure de Don Quichotte se ressemblent étrangement. Le Lorrain, à l'origine, vient de Dordogne. Il vient de Bergerac. Il est à l'origine savetier, comme son père. Il a une affaire de savetier, de cordonnier. Mais comme Ansatz, c'est un poète dans l'âme. Il décide donc de monter à Paris pour devenir poète. Sauf que il échoue, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Il crève la dalle, il multiplie les jeûnes, les privations. Quand il se promène dans la rue, il ressemble à Don Quichotte, il est maigrichon, il a même une petite barbiche comme Don Quichotte, il ressemble au profil de Lorrain et le profil de Don Quichotte. C'est un poète dans l'âme qui ne supporte pas la réalité telle qu'elle est. C'est un homme qui veut transformer la réalité. C'est un homme qui a le sens de la justice sociale. C'est un homme vraiment de la Troisième République, de son époque. Il veut se battre pour l'égalité, pour la justice sociale. Il est authentique, il est généreux, même s'il a peu d'argent. Et donc, du coup, il se reconnaît dans le personnage de Don Quichotte. Mais, et ça, on ne peut pas passer à côté, il se reconnaît dans un autre personnage, dans le personnage de Cyrano de Bergerac. Et oui, forcément, lui-même est de Bergerac. Or, Cyrano de Bergerac et Don Quichotte, c'est le même combat. Ils partagent, c'est les deux facettes d'une même médaille, une même sensibilité poétique, un même panache. C'est si vrai d'ailleurs que dans la pièce de Rostand, que dit Cyrano de Bergerac? Je me découvre au nom de cet hurluberlu, en parlant de Don Quichotte. Ce sont deux mêmes personnages. Et quand Jacques le Lorrain écrit sur Don Quichotte, il a en ligne de mire la pièce de Rostand. Il adore la pièce de Rostand. Et oui, il est à Paris au moment de la création de la pièce de Rostand en 1897, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il a vu la pièce. Et il aime tellement cette pièce que sa pièce elle-même, la pièce qu'il écrit, il l'écrit en alexandrin. Toute la pièce est en alexandrin. Qui en 1904 écrit en alexandrin? Déjà Rostand en 1897, il écrit en alexandrin toute sa pièce. Eh bien, Jacques le Lorrain fait la même chose. Première ressemblance. Deuxième ressemblance, quelques scènes que l'on trouve. La scène sous le balcon, quand Don Quichotte s'éraille avec Juan et qui, pendant ce temps, cherche ses vers. C'est exactement la scène du premier acte de Cyrano de Bergerac. La mort de Don Quichotte aussi contre un arbre, comme la mort de Cyrano. Et puis, dernier élément, si ça ne suffisait pas, qu'est-ce que va faire le Lorrain quelque temps plus tard? Il va écrire un sixième acte à la pièce de Rostand, qui sera publié à titre posthume en 1962. J'arrête là mon parallèle. Bien évidemment, le Lorrain pense à Don Quichotte, mais il pense aussi et toujours à Cyrano de Bergerac. Conséquence, le profil psychologique de son Don Quichotte à lui, notre ami le Lorrain, il ressemble à le Lorrain. Et c'est notamment un être qui est profondément généreux, c'est un apôtre d'une certaine façon, c'est une figure christique, c'est un apôtre de la charité universelle. Il se bat pour le bien, il se bat pour l'amour du prochain, il veut même convertir Dulcinée à sa cause. Il se bat il a des sentiments nobles, il est généreux. Ça, c'est un profil qu'on ne trouve pas dans le Don Quichotte de Cervantes. C'est une originalité parce que tout simplement, Jacques le Lorrain met beaucoup de lui dans le Don Quichotte qu'il propose. Autre originalité fondamentale qui diffère du texte de Cervantes, c'est que Dulcinée a une réalité tangible. Elle est de chair et de sang. Dans le roman de Cervantes, il idéalise une femme qu'il rencontre qu'une fois.
Ensuite, il ne la voit plus, il l'idéalise. Là, Cyrano ne se réfugie pas derrière un idéal. Il aime, il idéalise bien évidemment Dulcinée, mais il se confronte à elle. Il la voit, il la désire, il parle de ses yeux, il parle de sa bouche, il parle de ses bras qui ont la douceur de la mousse. Ça change tout. Il est, certes, il ne consomme pas cette relation, mais il est dans un rapport à elle qui est un rapport beaucoup plus charnel que le rapport que pouvait avoir le Don Quichotte original. Ça change tout dans le profil psychologique de Don Quichotte, qui également désire se marier avec Dulcinée. Suprême audace que n'aurait jamais eu le Don Quichotte de Cervantes, c'est une évidence. Face à lui, la courtisane, quelle est-elle dans la pièce de Le Lorrain? Elle est son cœur. C'est une femme impitoyable qui se moque de Don Quichotte, qui se joue de lui et qui, au final, au quatrième acte, le rejette. Elle est crûment sensuelle chez le Lorrain, mais c'est une femme sans cœur. Et on voit bien ici les déboires sentimentaux qu'a dû essuyer Jacques le Lorrain dans sa vie pour en arriver à décrire un personnage qui est un personnage aussi, d'une certaine façon, aussi impitoyable, ou en tout cas qui n'a pas d'empathie à l'égard de Don Quichotte, qui n'est que sensualité. Quant au dernier personnage, le personnage de Pansa, lui, il est plutôt fidèle au personnage de Cervantes, à une exception près quand même capitale, c'est que dans le roman de Cervantes, Pansa est un peu ce qu'est Papageno à Tamino, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas de la même classe sociale que lui et qui n'est pas sur les mêmes hauteurs. L'un est résolument ancré dans le réel quand l'autre est dans les étoiles. Dans l'opéra, dans le texte de Le Lorrain, et qu'on retrouvera dans l'opéra de Massenet, Pancha est certes pragmatique, mais en même temps est capable de défendre son maître, est capable d'être dans une connivence intellectuelle avec lui. Il comprend son maître, ce qui est absolument capital, ce qui lui permet d'être au-dessus de son étiage, d'une certaine façon, de s'élever au-dessus de lui-même. Ça, c'est capital. Chez Cervantes, ça n'est pas véritablement le cas. Vous aurez donc compris que la matière littéraire sur laquelle va s'appuyer Henri Quint pour écrire son livret est une matière qui est celle de Le Lorrain, mais qui n'est certainement pas, qui est très inspirée de Cervantes, mais qui est très éloignée du roman de Cervantes. C'est une évidence, mais c'est important de le comprendre. Alors maintenant, avant d'en arriver à l'adaptation d'Henri Quint, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi Massenet décide d'adapter Don Quichotte. Il y a de nombreuses raisons qui sont passionnantes et qui expliquent pourquoi il se lance dans ce projet, alors que n'oublions pas, en 1910 déjà, Massenet est malade, il mourra d'un cancer de l'intestin, il est fragilisé. Et pourtant, il se lance dans ce projet. Quelles sont ses motivations? Il y a de nombreuses motivations. La première, c'est d'abord que le personnage de Don Quichotte est au crépuscule de sa vie. Échec sentimental, il va mourir. Avec panache, mais il va mourir. Or, comme je vous le dis, Massenet, lui, est au crépuscule de sa vie. Et Dieu sait si Massenet a eu du panache pendant toute sa carrière, parce que même s'il a connu le succès, il a été décrié par ses contemporains, notamment par certains compositeurs. Je pense à Saint-Saëns, je pense à Debussy, qui était extrêmement jaloux. Et donc, du coup, il a dû essuyer tout ça. On l'a traité de compositeur officiel, on l'a traité de compositeur traditionnel, conservateur. Enfin, bon, ça a été pas toujours évident pour Massenet, et pourtant, il a tracé sa route toujours fidèlement avec authenticité. Eh bien, Don Quichotte et Massenet, d'une certaine façon, même combat. Première raison. Deuxième raison, absolument capitale aussi, c'est le personnage de Dulcinée. Et oui, le personnage de Dulcinée fascine Massenet. On le sait bien, Massenet est un grand amoureux et la plupart de ses opéras tournent autour de figures féminines. Donc, forcément, le personnage de Dulcinée l'inspire. Et voilà ce qu'il dit à propos de la Dulcinée de Jacques le Lorrain. Il dit « Ce qui, en me charmant, me décida à écrire cet ouvrage, ce fut une géniale invention de Le Lorrain de substituer à la grossière servante d'auberge, la Dulcinée de Cervantes, la si originale et si belle Dulcinée.
Les auteurs dramatiques français, les plus en renom, n'avaient pas eu cette excellente idée. Elle apportait à notre pièce un élément de haute beauté dans le rôle de la femme et un attrait de puissante poésie à notre Don Quichotte, mourant d'amour, virgule, du véritable amour, capital, du véritable amour cette fois, pour une belle Dulcinée qui justifiait à un si haut point cette passion. L'idée de la Dulcinée de chair et de sang change tout et du coup, ça intéresse beaucoup Massenet. D'autant plus, corollaire, qu'il y a une thématique centrale dans l'œuvre de Massenet qui est au centre même de Don Quichotte, le rapport du profane et du sacré. Massenet a toujours adoré cette thématique, comme d'ailleurs Gounod. Marie-Madeleine, le rapport de Marie-Madeleine à Jésus, Thaïs, bien évidemment, le rapport d'Athanaël à Thaïs, une relation qui est quoi? Entre d'un côté, Manon aussi d'une certaine façon, avec des griots, d'un côté une femme, entre guillemets, de mauvaise vie, une courtisane, et de l'autre, un homme qui a un fort sentiment religieux et qui, du coup, est tiraillé entre cette attirance spontanée pour la femme, cette attirance, cet érotisme, et en même temps, d'une certaine façon, l'idée qui se fait de l'amour idéal, sacré, son goût de l'absolu. Le tiraillement permanent entre les deux, qu'on retrouve chez Wagner aussi dans Tannhäuser, par exemple, entre l'amour galant et Vénus. Exactement la même chose. Cette thématique se retrouve dans Don Quichotte, c'est une évidence. Don Quichotte, profil christique, incontestablement, et qui essaie de faire revenir Dulcinée par son amour dans le droit chemin. Il le lui dit à un moment donné, qu'il veut la faire venir à ses sentiments à lui. Tentative qui échoue. On est dans cet univers typiquement massénien. Autre raison, je reviens à mon Cyrano de Bergerac. Et oui, pourquoi? Parce que Massenet a été le témoin de la femme de Rostand. Il était au mariage de Rostand. Mieux, il est un ami de Rostand. Ils se connaissent tous les deux très bien. Massenet est le seul à avoir pu mettre en musique des vers de Rostand. Rostand refusait qu'on mette en musique ses vers. Seul Massenet a pu le faire sur 2 sonnets que Rostand a écrits. Et autre chose aussi, en 1911, il y a une grande soirée organisée pour Massenet. Qui écrit l'éloge de Massenet? Edmond Rostand. Forcément, la boucle est bouclée. Quand Massenet lit le Lorrain, il comprend tout de suite qu'il a affaire non seulement à Don Quichotte, mais il a affaire à une figure qu'il adore, Cyrano de Bergerac, de Rostand. Et donc, il se lance dans la composition de son Don Quichotte. Dernière raison, last but not least, bien sûr, travailler avec Henri Quint, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de recollaborer avec Henri Quint. Autre petite raison aussi qui montre la cohérence de la carrière de Massenet. Vous savez que Massenet a écrit un opéra qui s'appelle Amadis, 1895. Il va suspendre la composition et il terminera l'opéra au crépuscule de sa vie. C'est qui Amadis? Ben, c'est le héros qu'admire Don Quichotte. Il ne cesse de parler d'Amadis. Là encore, une cohérence absolue, c'est une évidence. Je ferme la parenthèse. Donc Henri Quint maintenant, que va-t-il faire de cette matière qu'il a de l'Olorin? Premièrement, il va au niveau de la forme. Je vous dis, la pièce de l'Olorin est en alexandrin. Que fait Quint? Il conserve quelques vers de l'Olorin en alexandrin et les autres, il les écrit lui-même ou il les révise, de sorte que la plupart des vers n'ont pas 12 pieds, ce ne sont pas des alexandrins, mais sont très irréguliers, ont des pieds même parfois impairs, un nombre de pieds impair. C'est ce qui frappe d'ailleurs dans le livret de Quint, c'est son manque d'unité au niveau de la versification. Les vers sont de différents pieds. Il y a quelques alexandrins, et quand il y a des alexandrins, ce sont les alexandrins souvent de Jacques Le Lorrain. Quand ce ne sont pas des alexandrins, ce sont des vers de la confection d'Henri Quint. C'est important parce que ça conditionne la suite. Autre élément maintenant sur la structure dramaturgique. La pièce, un prologue, 4 actes, un épilogue. Que fait Quint? Il retire le prologue, il garde l'épilogue et il fait 5 actes. D'où l'opéra en 5 actes. Sur ces actes, c'est très intéressant la façon dont il est construit d'un point de vue dramatique. Le 3e et le 5e acte ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux de l'Olorin. Ils ne les changent pas beaucoup. 3e acte chez les brigands, 5e acte, la mort de Don Quichotte. À peu près le Lorrain. En revanche, le 1er et le 4e acte
qui sont les deux actes où il y a Dulcinée. La première partie à chaque fois de chacun de ces actes, c'est une imagination de Quint, parce qu'il introduit toute la dimension festive, pittoresque, folklorique. Le premier acte et le quatrième acte sont construits de la même façon, ils sont symétriques. Première partie de l'acte, dimension folklorique, deuxième partie, Dulcinée se retrouve seule avec Don Quichotte. Premier et quatrième acte, symétrique. Le deuxième acte est une invention totale de Quint, puisque c'est l'acte des moulins. Or, je vous ai dit que le Lorrain n'avait même pas écrit une scène autour des moulins. Donc, le deuxième acte est une invention totale de Quint. Mais c'est intéressant pourquoi? Parce que de même que le premier et le quatrième acte sont symétriques, le deuxième et le cinquième sont symétriques aussi. Ce sont les deux actes où Pansa et Don Quichotte se retrouvent tout seuls. Donc, on voit bien la construction, premier, quatrième symétrique, deuxième, cinquième symétrique, le troisième est le seul à peu près original, puisque Pansa et Quichotte sont avec les brigands. Acte, d'une certaine façon, original. Il en résulte quoi? Il en résulte une œuvre qui alterne les scènes spectaculaires et les scènes intimistes, et qui multiplie les tonalités, les couleurs, côté burlesque, côté mélancolique, poétique, dramatique, fantastico-religieux presque dans le troisième acte, et puis tragique dans le dernier acte. Donc une œuvre extrêmement variée. Certains ont reproché d'ailleurs à l'œuvre de ne pas être suffisamment unifiée, c'est-à-dire que elle est très disparate en quelque sorte d'inspiration parce que les couleurs, les atmosphères sont extrêmement différentes. Autre élément que Quint va introduire, c'est capital, la dimension comique. Dans l'œuvre de Lolorin, c'est un drame héroïque, en un prologue, 4 actes et un épilogue. L'opéra devient une comédie héroïque en 5 actes, comme le Cyrano de Bergerac, de Rostand, comme par hasard. Mais c'est une comédie. Et ce qui frappe quand on regarde le Don Quichotte de Massenet, c'est le nombre de fois où Quint a introduit des éléments comiques, des éléments burlesques, notamment en développement le personnage de Pansa, qui est bien évidemment le personnage comique par excellence. Autre élément, bien sûr, qu'il développe, c'est la veine espagnole. Et oui, forcément, nous sommes en Espagne. Donc, il va s'inspirer de quoi, Quint? De Carmen. Forcément, il y a un modèle qui est là, c'est le Carmen de Bizet. Donc, il va beaucoup s'en inspirer, notamment au niveau du texte. Dans tous les passages de Dulcinée, il y a un parallèle à faire très intéressant entre Dulcinée et Carmen, c'est incontestable. Même si on peut faire d'autres parallèles avec d'autres personnages, mais Carmen et Dulcinée, un peu même combat dans l'opéra de Massenet, c'est certain. Dernière chose importante aussi, si Don Quichotte reste à le profil psychologique de Lolorin, donc Quint est assez fidèle, il y a un changement, et aussi Pansa, il y a par contre une modification très importante chez Dulcinée. Je vous ai dit que Dulcinée de Lolorin est crûment sensuelle, sans pitié, sans cœur. Ce n'est pas du tout le cas de la Dulcinée de Massenet de Quint. Et là, on y voit la patte de Massenet, forcément. Il ne peut pas avoir un personnage sans cœur. Et donc, la Dulcinée de l'opéra, c'est une Dulcinée qui est capable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rembrasser sur le front Don Quichotte. C'est une Dulcinée qui est capable d'empathie, de mélancolie. On sent, en fait, dans l'opéra, qu'elle pourrait être à Don Quichotte si elle n'était pas courtisane. Que finalement, c'est un rendez-vous manqué, mais que ce rendez-vous aurait pu avoir lieu, alors que chez le Lorrain, on ne l'envisage absolument pas. Ça, c'est une très grande différence, et en ça, bien sûr, Dulcinée rejoint les autres personnages masséniens, Manon, avec en même temps le côté frivole et le côté mélancolique, et bien sûr, le personnage de Taïf. Alors maintenant, musicalement parlant, qu'est-ce qu'en fait Massenet? D'abord, il reprend le cadre de l'opéra comique. Souvent, Massenet a utilisé la forme de l'opéra comique. Manon, par exemple, est un opéra comique. C'est une de ses formes de prédilection. Or, dans l'opéra comique, on a quoi? On a des parties parlées et des parties chantées. Là, la spécificité, c'est que les parties parlées n'apparaissent qu'au troisième acte, l'acte des brigands. Les brigands parlent. D'accord? Ça, c'est important. Ils sont accompagnés par l'orchestre, mais ils parlent résolument, ils ne chantent pas.
mais on est quand même dans l'esprit de l'opéra comique, ne serait-ce que, comme je vous l'ai dit, par le fait que Quint y a introduit des éléments de comédie, donc on est dans cet esprit-là. En revanche, ce qui est très frappant, c'est que dans Don Quichotte, on est dans une vraie unité dramatico-musicale. Le souci de Massenet, c'est d'unifier l'ensemble. Il a bien conscience qu'il reste encore dans un opéra à numéro, c'est-à-dire qu'il y a des récitatifs, il y a de grands monologues, les airs aussi, il y a des airs de Dulcinée, il y a des duos, ensemble, le chœur aussi est très présent. Donc toutes ces formes consacrées de l'opéra à numéro, on les retrouve. Massenet reste profondément Massenet, il n'y a rien à faire. Et il connaît le primat de la voix, il sait que le public attend ça. Sauf que là, il a ce souci de l'unité, c'est-à-dire que tous ces morceaux arrivent de façon extrêmement spontanée et naturelle, sans qu'il y ait de coupure, sans qu'il y ait de séquençage. On est dans l'idée de l'unité dramatico-musicale. D'autant plus d'ailleurs qu'il y a deux interludes orchestraux qui font le lien entre le deuxième et le troisième acte, et entre le quatrième et le cinquième acte. Autre élément que l'on retrouve chez Massenet, c'est les thèmes. Comme chez Wagner, les motifs conducteurs, sauf que là, il n'en fait pas un principe sacré. Mais on trouve des thèmes, ce que l'on appelle des thèmes de situation et des thèmes caractéristiques. C'est quoi? Ce sont des thèmes qui reviennent de façon régulière, soit au sein d'une scène, soit pour caractériser des personnages. Thème de situation, thème caractéristique. Il y a un compositeur qui se souviendra des leçons de Massenet, c'est Puccini, dans ses thèmes de situation. L'idée du thème de situation, typiquement massénien, Puccini va le reprendre à son compte dans la plupart de ses opéras. C'est incontestable. Et donc, ces thèmes vont permettre aussi cette unité dramatico-musicale. Il y a un thème qui revient de façon lancinante, qui est merveilleux, c'est le thème de la sérénade de Don Quichotte au premier acte. On le trouve, il revient, il est repris notamment dans l'interlude orchestral entre le deuxième et le troisième acte au corps anglais, c'est absolument admirable. Donc, unité dramatico-musicale. Massenet reste Massenet dans d'autres domaines aussi de Don Quichotte. Le sens de la mélodie, sa mélodie storpère, Massenet. On le retrouve dans Don Quichotte, même s'il faut le reconnaître en toute objectivité, la veine mélodique de Massenet dans Don Quichotte est moins grande que dans celle de Manon ou dans celle de Werther. Pour autant, elle reste prégnante. Autre élément aussi qui fait de Don Quichotte un opéra typiquement massénien, c'est le sens de l'évocation musicale. L'orchestre est extrêmement théâtral et imagé. Ça, c'est capital, c'est toujours chez Massenet un principe. Commencer par des images et les traduire musicalement. C'est ce qui fait que la musique de Massenet est si évocatrice. Et notamment, formidable travail sur la petite harmonie. Il reste profondément un compositeur qui est un compositeur français, et un compositeur français qui se respecte apporte toujours de la poésie dans son orchestration à travers la petite harmonie, c'est-à-dire les bois, c'est les flûtes, hautbois, clarinettes, bassons et corps anglais. Ça, ce sont des instruments, vous le verrez quand vous irez entendre le spectacle, observez la petite harmonie, elle est utilisée de façon extrêmement récurrente par Massenet, et notamment le corps anglais, qui est l'instrument principal de Don Quichotte. La symbolique de Don Quichotte, c'est l'instrument qui est utilisé pour le thème de la sérénade, que l'on retrouve dans l'interlude entre le deuxième et le troisième acte, et on retrouve ce corps anglais de façon récurrente tout au long de la partition. Donc un sens de la coloration instrumentale, une expressivité de l'orchestre, une théâtralité de l'orchestre. Et cette théâtralité de l'orchestre, un exemple typique qui montre combien Massenet pense en images et le traduit musicalement. Dans le deuxième acte, à la fin, la scène des moulins. C'est une scène en même temps grandiose parce qu'elle traduit le panache de Don Quichotte. Et en même temps, c'est une scène qui se termine de façon burlesque. Comment Massenet va-t-il traduire ce final éblouissant? Eh bien, il va combiner deux choses. D'un côté, il va introduire un rythme de tic-tac aux percussions, ou de blocks, tic-tac, qui symbolise les pales du moulin qui tourne. Et puis à côté de ça,
la partie burlesque. À côté de ça, tout à coup, il fait sortir les trombones et les trompettes, qui donnent une ampleur, une majesté au final de la scène et qui traduit le côté grandiose de la scène. Voilà comment, en juxtaposant deux pupitres, il parvient à traduire deux dimensions de la scène, la dimension grandiose et la dimension burlesque. C'est exactement Massenet, si je puis dire, dans le texte. Autre caractéristique massénienne que l'on retrouve dans Don Quichotte, le sens de la stylisation. Ça veut dire quoi la stylisation? Ça veut dire que Massenet, et Puccini retiendra aussi les leçons de Massenet là-dessus, Massenet n'a pas son pareil pour placer l'auditeur dans un contexte temporel et géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes normalement Don Quichotte, personnage écrit par Cervantes, c'est-à-dire c'est début du XVIIe siècle. On doit sentir parfois qu'on est au début du XVIIe, pas tout le temps, mais un peu. Et on doit sentir qu'on est en Espagne. Comment on fait ça? En Espagne, le folklore espagnol, bien évidemment, à travers des rythmes de danse spécifiques, à travers aussi la façon dont le chant de Dulcinée est ornementé. Hein. Il y a des trilles, il y a une façon des mélismes qui renvoient en quelque sorte au chant espagnol, au folklore espagnol. Et puis, bien évidemment, l'instrumentation, hein, tambour de basque, les clochettes, les castagnettes, un moment, la guitare, tous ces éléments-là vont donner une couleur spécifique qui est une couleur espagnole. Et puis, temporalité, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, par exemple, il va, à un moment donné, on l'entend hélas en coulisses, au quatrième acte, musique de scène, chez Dulcinée, on entend ce que l'on appelle une romanesca antica, qui est une danse, justement, de cette époque. Détail, on peut en trouver plein d'autres. Mais c'est l'idée de dire, regardez, voilà, je cite, je fais une citation, mais en quelque sorte, je vous place dans un contexte historique spécifique, l'art de la stylisation. Enfin, dernière chose que l'on retrouve qui est typiquement massénien dans Don Quichotte, c'est l'art de la citation, le tribut qu'il paye à ses pairs. C'est-à-dire que on va trouver Rameau, on va trouver Mozart. Mozart est omniprésent dans Don Quichotte. On va trouver également Gounod, qui est cité, notamment La Nuit de Walpurgis. On va trouver aussi Moussorski. La mort de Don Quichotte fait beaucoup penser au Boris Godunov de Moussorski. Voilà, quelques petites citations habiles, mais une façon toujours de payer un tribut, le tribut qu'il doit à ses maîtres. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir quoi? Je vous ai cité un certain nombre de compositeurs. Je vous ai cité notamment Rameau et je vous ai cité Mozart. Absolument capital. Pourquoi? Et c'est ça qui ressort quand on écoute la partition de Don Quichotte. C'est que on sent que Massenet est au crépuscule de sa vie. Et que au crépuscule, certes, il récapitule tout son savoir-faire, mais il introduit, comme souvent ces compositeurs qui se savent mourir, une sorte de sérénité, une épure véritable. Et le Massenet qu'on a connu sentimental, qui est très appréciable, mais on a pu critiquer cette sentimentalité, ce lyrisme parfois un peu sirupeux, on ne le trouve absolument pas dans Don Quichotte. En fait, l'œuvre, même si elle introduit des éléments un peu romantiques, est une œuvre fondamentalement néoclassique. C'est une œuvre qui regarde vers Mozart, qui regarde vers Rameau, qui a ce souci de la sérénité, de la clarté dans l'obscurité, d'apporter une sorte de clarté, le côté élégiaque, le côté poétique, le sentiment de l'épure, avec quelques instruments qui sont utilisés et qui font d'une certaine façon un monde, le sens de l'économie au service de l'expressivité la plus forte, typiquement Mozart. Et vraiment, c'est ce qui ressort. Et peut-être que si Massenet se montre tellement néoclassique, c'est tout simplement parce que là, il a choisi un héros masculin. Que la sensibilité de Don Quichotte, son élégance, son intériorisation, son caractère poétique a conditionné le profil de l'œuvre, qui est une œuvre moins sentimentale, plus équilibrée, d'un lyrisme beaucoup plus tenu, beaucoup plus intériorisé. Ça, c'est absolument
capitale. C'est une œuvre d'une épure et donc d'une force dramatique exceptionnelle. Et le dernier acte, notamment l'acte de la mort de Don Quichotte, symbolise merveilleusement cet esprit. Mais on pourrait monter d'autres exemples de tribus au classique. Par exemple, typiquement, le deuxième acte, vous écouterez bien le deuxième acte, l'acte des Moulins, qui est une création de Quint, totale. C'est une œuvre, c'est un acte qui combine quoi? L'opéra buffa, typiquement la tradition de l'opéra buffa, avec le personnage de Pansa, et qui, un opéra buffa qui regarde moins, contrairement à ce que j'ai pu lire, du côté de Rossini que du côté du Falstaff de Verdi, incontestablement, et puis l'opéra seria. L'opéra seria revisité par Gluck, avec le personnage de Don Quichotte. On a une combinaison de deux formes consacrées du XVIIIe, l'opéra seria et l'opéra buffa. C'est tout à fait frappant au deuxième acte. Voilà. Et ça, c'est un hommage. Et puis en plus, le personnage de Pansa qui fait beaucoup penser au personnage de Leporello, Don Quichotte étant une sorte de Don Juan de pacotille. Et donc, Pansa est une sorte de Leporello. Donc, c'est bien évidemment un tribut qui est payé au divin Mozart qu'adorait notre ami Massenet. Voilà, donc c'est une œuvre très émouvante de par, je le répète, son intériorisation, son épure, le contrôle de ses sentiments, son lyrisme qui est extrêmement tenu. Et je vous invite à écouter très attentivement le 17, à écouter notamment cette scène merveilleuse, ce duo bouleversant entre Don Quichotte et Dulcinée à la fin du quatrième acte, où tout se joue. Et où, comme je le disais, Dulcinée est profondément émue par ce personnage de Don Quichotte, même si elle est obligée de renoncer à lui, elle ne peut pas être à lui. Et c'est peut-être les pages les plus lyriques. Au cinquième, le lyrisme est plus poétique. Au quatrième, il est plus sentimental, dans le sens où il y a des sentiments qui s'expriment, mais il s'exprime à la façon de Gounod. Il s'exprime avec une grande intériorisation des sentiments, et donc ce dialogue, ce duo, n'en est que plus beau lorsqu'il est bien évidemment réussi. Voilà ce qu'on peut dire de Don Quichotte, c'est une œuvre passionnante. Alors, il faut reconnaître, c'est une œuvre un peu disparate. Alors, deux réserves. Pour être totalement objectif, deux choses. Un, c'est quand même une œuvre, ça m'a frappé. Je suis allé voir la pré-générale samedi soir en réécoutant l'œuvre. C'est une œuvre quand même très disparate. Certains lui ont reproché son manque d'unité et on sent quand même un manque d'unité dans Don Quichotte, ce que l'on n'entendait pas forcément dans Manon, dans Werther ou dans d'autres œuvres de Massenet. C'est une première observation. La deuxième observation, qui est capitale aussi, c'est que le texte de Quint, comme je vous l'ai dit, ce sont des rimes, ce sont des pieds qui sont irréguliers. C'est extrêmement difficile à chanter, très difficile. C'est plus facile de chanter sur des pieds qui sont symétriques, des alexandrins, plus facile de trouver une forme de musicalité que de chanter quand on est chanteur sur des pieds irréguliers. Non seulement quand on est chanteur, mais quand on est le chœur. Et ce qui était frappant à la pré-générale de samedi, c'est parfois les décalages, le sentiment que parfois les paroles et la musique n'étaient pas totalement en osmose. Parce qu'il faut une parfaite maîtrise de la prosodie française, une parfaite compréhension de la couleur française, de l'intonation, et puis surtout une parfaite maîtrise du rythme. Comme il y a une grande variété de rythmes dans Don Quichotte, il faut en permanence être dans le souci du rythme pour être parfaitement calé, que la musique, que le chant, que les mots et que les notes soient parfaitement en situation. Et ça, dans Don Quichotte, c'est extrêmement compliqué, je le répète, parce que les vers de Quint sont extrêmement irréguliers. Vous l'aurez compris, l'idéal, on va y revenir, c'est d'avoir une distribution francophone. Et oui, des gens qui maîtrisent parfaitement le style français et la prosodie française. De toute façon, toute l'œuvre de Massenet, tout l'opéra français exige des chanteurs qui maîtrisent la prosodie française parce que le génie de l'opéra français repose sur cette déclamation lyrique si spécifique avec ce rapport si étroit entre le mot et la note. Alors maintenant, la mise en scène de Micheletto. Qu'est-ce qu'en fait Micheletto? Micheletto, metteur en scène italien, d'origine vénitienne, une des marques de fabrique de son théâtre, quand on regarde la mise en scène du Barbet de Séville à l'opéra,
quand on regarde sa mise en scène de Don Pasquale, quand on regarde même sa mise en scène de Samson et Dalila, de Saint-Saëns, il avait mis en scène Samson et Dalila aussi. C'est la 4e production qu'il signe pour l'Opéra de Paris. C'est, en tant que bon Vénitien, le jeu de masque, la frontière très ténue entre la réalité et la fiction. Le théâtre dans le théâtre. Ça, c'est typiquement l'univers de Micheletto. Alors là, dans Don Quichotte, je vais vous lire, alors c'est une interview qu'il a donnée, on le retrouve sur le site, je synthétise ce que dit Micheletto à propos de sa mise en scène. Il dit la chose suivante. Ainsi, la valeur des rêves, de l'imagination, joue un rôle énorme dans la vie de cet homme qui vit entre la réalité et l'imagination. J'ai imaginé, très important, que l'histoire se déroulerait en 3 périodes. La partie centrale est Don Quichotte avec Sancho Panza aujourd'hui dans les années 90, disons les années 90, alors qu'il connaît la crise de la cinquantaine. Il y a ensuite un flashback, qui est la mémoire de son enfance, et donc 30 ans plus tôt, donc les années 60. Nous aurons des costumes typiques de cet univers. Et la fin de l'histoire, la mort de Don Quichotte, quand il meurt 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, dans les années 20. Plus que des références picturales, j'ai des références cinématographiques, peut-être des films des années 60, où il y a des dynamiques liées à l'intimidation, à la violence, au rituel de la séduction. Nous nous sommes inspirés des bals de fin d'année qui sont organisés dans les écoles américaines, où l'on assiste à la scène classique de la parade, qui est ce qui arrive à Don Quichotte et qui fait que tout le monde se moque de lui. Les vidéos racontent ses souvenirs, mais ce sont aussi des vidéos qui nous permettent de créer un univers symbolique lié à la crise psychologique de Don Quichotte, comme si nous voyions des animations graphiques de son regard, de son cerveau malade, de son esprit qui aperçoit une réalité déformée. Il y a d'une part des vidéos graphiques et d'autre part des vidéos tournées avec les chanteurs sur place, comme s'il s'agissait de petits films qui racontent tout ce que Don Quichotte a vécu. Dans ce conte, ça c'est capital au vu de ce que j'ai vu samedi, le cœur incarne diverses choses. Il envahit la mémoire de Don Quichotte. Il devient ses fantômes. Il y a une scène où tous sont sans visage, noirs, menaçant presque de le tuer. Et puis ils deviennent aussi la réalité de cette fête des années 60 où il y a eu cette fameuse première fois lorsqu'il a eu le courage de se déclarer à Dulcinée et qu'il a été ridiculisé par tout le monde. Vous l'aurez donc, nous synthétisons, 3 périodes de la vie de Don Quichotte et l'espace scénique est d'abord et avant tout un espace mental. Quand je dis que si Freud n'avait pas existé, il n'y aurait pas de mise en scène contemporaine, je le démontre une nouvelle fois, puisque nous sommes une nouvelle fois dans la psyché d'un homme. Simon Boccanegra, de Calixto Bieto et tant d'autres mises en scène, les mises en scène de Warlikowski aussi, nous sommes dans de la psychanalyse. Don Quichotte, chez lui, intérieur bourgeois des années 90, au début, la scène s'ouvre sur un Don Quichotte qui n'arrive plus à écrire. Il essaie d'écrire des vers, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de son histoire d'amour ratée avec Dulcinée, d'où le flashback. Et d'où le fait que, et ça c'est assez génial par contre dans la mise en scène de Micheletto, c'est la façon dont il traduit le fantastique, le fantasmagorique. Il y a des personnages qui apparaissent, qui sortent des décors, qui sortent des meubles. À un moment, il y a un personnage qui sort de dessous les coussins du canapé. Il y a des personnages qui sortent des murs. Tout ça, c'est extrêmement bien fait. On comprend bien qu'on est dans la fantasmagorie la plus totale, on est dans le délire, on est dans l'à côté en quelque sorte. Don Quichotte a basculé dans quelque chose qui n'est plus véritablement la réalité. Donc en fait, nous sommes dans un flashback permanent et la mise en scène traduit la psyché de ce personnage. Voilà, en gros, avec, je le répète, 3 époques, années 60, années 90 et années 2020 pour la dernière partie, même si en ayant vu la production samedi, j'ai un doute sur le fait qu'il ait maintenu l'idée d'être dans une 3e période. J'ai plus le sentiment qu'on reste sur 2 périodes, années 60 et années 90. Mais ça, à confirmer, mais c'est le sentiment que ça m'a donné que finalement, il avait retiré l'idée de la 3e période. Alors après, c'est vrai que dans la mise en scène de Micheletto, c'est assez inventif, c'est-à-dire que c'est un bon faiseur. Voilà, il y a ce que j'appellerais des gadgets de mise en scène qui fonctionnent bien, où on se dit, ah tiens là, c'est intelligent, c'est bien fait.
chorégraphie notamment avec des personnages qui sont habillés en tenue espagnole et qui sont en même temps les fantômes, les ombres qui sont là, qui hantent l'univers de Don Quichotte. C'est plutôt bien fait, ça. Il y a des scènes qui sont plutôt habiles, d'autres, vous le verrez, c'est un peu plus irrégulier. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que l'enfermement, c'est-à-dire le décor unique, est un décor en quelque sorte d'appartement qui ouvre sur quelques perspectives, mais on est toujours dans un intérieur, il bride l'imagination, ce qui est un comble quand on parle de Don Quichotte, quand on est dans un univers comme celui de Don Quichotte. Je trouve que ça bride un peu l'imagination et que cette idée de départ finit par tourner un tout petit peu en rond parce que justement, on est dans un décor qui est quasiment unique, qui s'ouvre à un moment donné. Alors, il y a des choses merveilleuses, vous verrez, notamment, il y a un moment, un manège, pas un manège, mais un, j'ai oublié le nom mais on voit en fait des chevaux qui tournent comme ça, comme sur un manège, qui sont en hauteur et qui représentent l'univers un peu enfantin de Don Quichotte parce que le personnage est resté un personnage un peu enfantin. Voilà. Donc c'est une mise en scène, à mon goût, qui est plutôt inventive. Il y a des idées. Après, il faut accepter l'idée de départ. Il faut accepter l'idée dramaturgique de départ. Et moi, personnellement, je ne suis pas totalement convaincu par l'axe dramaturgique de départ. Je suis convaincu que Micheletto est fait pour l'opéra buffa, que quand il est dans le Barbier de Séville et quand il est dans Don Pasquale, il est génial. Quand il est dans l'opéra français, Samson et Dalila ou Don Quichotte, on peut remettre un tout petit peu les choses en perspective. Mais globalement, je le répète, il y a des idées assez sympas de mise en scène. C'est un spectacle très grand public, incontestablement, et qui va donc voilà, plaire. Je pense que c'est un spectacle qui va plaire, je le répète, à un très large public. Alors maintenant, la distribution. Alors je vous propose, je partage donc mon PowerPoint pour vous parler un peu de la distribution. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne peux pas partager mon écran. Ah si. C'est activé, Voilà, voilà. Maurice. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça y est. Est-ce que vous... Alors, attendez, je vais revenir. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Le PowerPoint. Oui. Parfait. Alors, la direction musicale a changé encore, c'est Patrick Fournillier. Il n'était pas prévu au départ, ça devait être un chef russe qui devait diriger. Il a été remplacé récemment par Patrick Fournillier. Alors c'est très intéressant parce que Fournillier est un spécialiste de Massenet, grand spécialiste de Massenet. Il faut rappeler que Fournillier, dans les années 90, a créé la Biennale Massenet. Début des années 90, il a dirigé l'orchestre de Saint-Étienne, de l'Opéra de Saint-Étienne. Il faut savoir que Massenet était de Saint-Étienne, de la banlieue de Montaut, de la banlieue de Saint-Étienne. Donc, s'il y a bien un chef qui connaît son Massenet par cœur, c'est bien Patrick Fournillier. D'ailleurs, à la suite de cette biennale, il en a profité chaque année pour faire des enregistrements d'œuvres de Massenet qui étaient passées dans l'oubli, que ce soit Amadis, Thérèse, Cléopâtre, Esclarmonde, Griselidis, etc. Donc, vraiment un chef qui connaît très bien Massenet. Dans la distribution, nous aurons dans le rôle de Don Quichotte Christian Von Horn, qu'on connaît bien, qui est un baryton basse américain, un habitué du répertoire français. Il a chanté notamment dans le Faust de Gounod, il était Méphisto. Il a chanté également dans les Contes d'Hoffmann, il était les 4 figures diaboliques. Donc, il connaît bien le répertoire français. C'est la première fois qu'il chante Don Quichotte. C'est une prise de rôle pour lui. Dans le rôle de Dulcinée, nous aurons la merveilleuse Gaëlle Arquez, formidable dans la production, notamment les mélismes de Dulcinée, elle les réussit extrêmement bien, elle est très agile, c'est une très belle voix. Arquez, on la connaît, c'est une grande mezzo française qui a été récemment notre Jules César, elle a été notre Carmen, elle a été notre Donna Elvira, c'est une formidable artiste que Gaëlle Arquez. Dans le rôle de Sancho, Étienne Dupuis, baryton canadien, francophone, qui chante régulièrement chez nous. Il était récemment dans Simon Boccanegra, il chantait le rôle de Paolo Albiani. Il a été également le comte de Luna dans une reprise du Trouvert. Enfin voilà, c'est un habitué des lieux. Il chante très régulièrement à l'Opéra Bastille. Deux rôles travestis, le rôle de Pedro et de Garcias, qui sont deux amoureux de Dulcinée. Ce sont des rôles de jeunes garçons chantés par des femmes. Ici, deux membres de la troupe lyrique, Émile Gazeille et Marie Chagnon.
Rodriguez et Sammy Camps, qui est un ténor, qui était notamment Ruiz dans la reprise du Trouvère, et Juan est également un ténor qui fait partie de la troupe lyrique Nicholas Jones, qui est un ténor australien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vous propose, avant qu'on puissions échanger, un extrait tiré d'un magnifique enregistrement, l'enregistrement de Plasson, avec José Van Damme, notamment dans le rôle de Don Quichotte. Et là, on entend, quand on écoute cet enregistrement, on sait ce que diriger Massenet veut dire. Incontestablement, Plasson était peut-être le plus grand chef dans le répertoire français, et Van Damme est exceptionnel dans le rôle de Don Quichotte. Alors, je vais reprendre le partage. Je coupe le partage, je vais le reprendre parce que je m'aperçois que je n'ai pas mis, me semble-t-il, je n'ai pas partagé l'audio. Voilà. Je vous propose le final magnifique de Don Quichotte. Voilà ce final magnifique de Don Quichotte de Massenet. Ce que vous n'avez pas entendu dans l'interlude, le deuxième interlude entre le quatrième et le cinquième acte, il y a un passage admirable au violoncelle, magnifique passage au violoncelle. Je vous invite à être très à l'écoute justement de ce deuxième interlude précédant le dernier acte et qui m'a fait penser, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au poème symphonique de Richard Strauss, Don Quichotte,
écrit à la fin du 19e, où il y a un solo de violoncelle absolument admirable, juste avant la fin du poème symphonique. Je me suis dit que peut-être que Massenet, qui connaissait bien Richard Strauss, y a, y a pensé. Voilà pour cette présentation de Don Quichotte. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques. Sur la production, je vous dis, j'ai vu la production samedi, donc je peux éventuellement vous faire un retour là-dessus. Merci Bruno. On voit bien que vous aimez Massenet, hein. Sur le lien avec Strauss, c'est effectivement, enfin, c'était René Fleming qui faisait la comparaison, en disant qu'effectivement, à la fois, enfin, Massenet lui rappelait Richard Strauss dans la façon de mettre en avant la voix Vraiment là? féminine. Ouais. Et on trouve effectivement bien dans dans ces œuvres-là. Mm. Il y a Bruno Nico, puis l'autre. Oui. Michel, vous voulez dire quelque chose? Non? Bon. Alors, Bruno? Oui, Oui, d'accord. Voilà. oui, Maintenant, vous êtes de nouveau parmi nous. oui, oui. Ah oui, non, non, mais je l'étais, tout à fait. Non, non, moi, j'avais un grand noir. Non, non. C'est peut-être moi. Oui. Très bien. Non, il y a énormément de choses à dire, hein, sur cette œuvre et sur Massenet et sur son éclectisme, Mm. puisque effectivement, il a été, enfin, il faisait partie il était très, enfin, je comprends, il était très proche de la philosophie éclectique de Victor Cousin, Mm. et qu'on retrouve effectivement dans toute son œuvre, puisqu'on a fait des œuvres extraordinairement différentes. Mm. On a des œuvres espagnoles, on a les œuvres, je dirais, comme Thaïs et autres, il y a orientalistes, enfin, on a Il a vraiment touché un tous peu les de tout, genres. hein. Ouais. Oui, Vériste aussi avec la Navarraise. Véris, absolument. Navarraise. Donc c'est vraiment Comique. Oui. et alors c'était effectivement comment dire un besogneux, hein, Mm. parce il a effectivement beaucoup produit, mais il Mm. travaillait beaucoup. Ah, beaucoup. Il se levait à 4 heures du matin pour travailler, quoi. Donc, c'est Oui, pas, oui, tout à fait. voilà, c'est pas un charpentier qui courait la donzelle, Non, 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 mais non. il bossait, quoi. Oui, 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 oui. C'était c'est- C'était un vrai bosseur. Et puis, de toute façon, hein, il y a pas de talent sans travail. Hein. Il n'y a pas de talent sans travail. Mozart travaillait énormément aussi. On ne peut pas comparer, mais Mozart travaillait énormément aussi. Il avait du génie, mais il travaillait. C'est très compliqué d'avoir des génies qui ne travaillent pas. ouais, Je connais. ça va pas Je très pense loin, que non. généralement. Non, mais Massenet travaillait énormément, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi il avait ce talent de pouvoir écrire beaucoup. C'est pour ça qu'il a occupé tout l'espace, en fait, ce que lui reprochaient d'autres compositeurs, tout l'espace à partir de Bizet. La jalousie venait du fait que Massenet avait cette capacité à produire, à écrire beaucoup, dans toutes les formes, ce qu'on disait, hein, toutes les formes. Capacité aussi à utiliser toutes les sources littéraires, qu'elles soient françaises, qu'elles soient étrangères, le roman, du théâtre, enfin, et puis ce don aussi d'aller chercher dans l'histoire, ce qui a correspondu aux attentes d'un certain public de l'époque, public bourgeois. C'est souvent on constate, hein, Massenet, il va puiser dans l'histoire. Manon, ça se passe pendant la Régence, Marie-Madeleine au temps du Christ, comme Hérodiade, etc., etc. On voyage en permanence dans l'histoire, et ça plaisait à ce public de l'époque. Hein, ce sens-là de l'éclectisme. Mais en même temps, il a occupé le terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a des compositeurs qui l'ont détesté, Saint-Saëns le détestait, mais ça s'explique, Saint-Saëns le détestait pour une autre raison, c'est que quand Massenet a été élu aux Beaux-Arts, à l'Académie des Beaux-Arts, il a été au détriment de Saint-Saëns. Et Ça a oui. créé, bien évidemment, des jalousies. Et à 36 ans, il était le plus jeune académicien. Oui, tout à fait. Jeune académie. Il a tout eu, hein, tous les honneurs. Il a eu également la Légion d'honneur. Il a été professeur au conservatoire avec toute une génération de compositeurs qui ont été ses élèves. Alfred Bruno, par exemple, Chausson et des gens comme ça, Reynald Lohan. Et puis, et puis, il a beaucoup influencé, ça c'est quand même, on ne le dit pas suffisamment, hein, la jeune école italienne. Moi, il y aurait une conférence passionnante à faire, je le dis toujours, entre Massenet et Puccini. Il y a des ressemblances qui sont absolument saisissantes. D'ailleurs, il suffit de regarder l'hommage que Puccini a rendu à Massenet à la mort de Massenet pour comprendre combien Puccini adorait Massenet. Voilà. Donc, bon, et ils ont un univers très commun, en fait. Très, très commun. Les amoureux des femmes, comme disait Debussy, expression qui était censée être ironique
mais qui finalement, avec le recul, est tellement juste. Historien musical de l'âme féminine, Massenet, c'est exactement ça. On pourrait dire la même chose de Puccini. On peut dire la même chose de Puccini. Historien musical de l'âme féminine, hein, clair. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point les artistes l'ont influencé, parce qu'il était amoureux de Lucie Herbel, qui était donc son inspiratrice et qui a été la créatrice du rôle de Dulcinée. Et c'est drôle parce qu'il faut savoir qu'au quatrième acte, il y a un air écrit, le air très hispanisant écrit pour Dulcinée, accompagné à la guitare. Or là, bon, vous verrez dans la production, on entend la guitare en coulisses, hein, c'est la musique de scène, mais dans la production que voulait Massenet, Arbel s'accompagnait à la guitare elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle savait jouer de la guitare. Et en fait, du coup, Massenet a eu l'idée d'écrire cet air accompagné à la guitare parce qu'il savait que Lucie Herbel était la seule à pouvoir le jouer accompagné à la guitare. Et donc, ça lui permettait d'imposer Lucie Herbel. C'est très intéressant quand même de voir ça, relation qu'il avait aux femmes et notamment à ses muses. Ouais. Ouais. Non, mais on peut effectivement le parallèle Don Quichotte, Massenet, Dulcinée et Lucie Herbel est évident. Oui, clair, c'est clair. Ouais. Puis bon, la référence, je disais tout à l'heure, à Cyrano de Bergerac aussi, elle est saisissante. Hein. C'est un parallèle qui est incontestable. Incontestable. La scène sous le balcon, elle est frappante. Il cherche ses vers, c'est exactement la scène de Cyrano au premier acte. Hein. Scène aussi. Y a-t-il des questions ou des commentaires des uns et des autres? Je ne vais pas monopoliser la parole. Hein. Bonsoir. Nous, on est bien contents d'avoir écouté M. Nicou. On se sent bien plus préparé pour aller écouter cet opéra. Et la surprise mise en scène, on passera peut-être moins de temps à la comprendre comme ça. On va peut-être plus focaliser sur les chants. Merci beaucoup. Très, très, sur la musique, c'est essentiel de toute façon, je le dis toujours. Hein. Ce qui reste essentiel. Alors bien sûr, on va avoir un spectacle, mais on va entendre une musique aussi. Alors on me dit toujours, ah oui, mais alors à quoi ça sert d'aller voir un spectacle? Autant écouter ta musique chez toi. Je réponds toujours non, parce que la perception que vous avez de la musique, de l'orchestre, des voix, n'est pas la même chez vous et dans la salle. C'est une évidence. Le rapport n'est pas aussi physique. C'est pas la même chose. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que Don Quichotte à la Bastille, ça passe? Parce que moi, j'aurais plutôt vu Don Quichotte à Garnier. C'est une bonne remarque. Alors, c'est une bonne remarque, sauf que, vous savez, c'est quand même un orchestre assez étoffé. C'est 80 musiciens dans la fosse, hein, quand même. Hein. Donc, c'est un gros orchestre. 80 musiciens, vous avez 50 cordes, et qui était voulu par Massenet lui-même. Hein. Vous avez une cinquantaine de cordes et le reste en pupitre, les bois, les cuivres et puis les percussions. Vous avez 2 harpes. Vous avez quand même, et ça, je le répète, voulu par Massenet, vous avez pour la petite harmonie, vous avez par 3 quand même. Vous avez donc vous avez 3 flûtes, vous avez 2 hautbois, un cor anglais, vous avez une clarinette basse, 2 autres clarinettes, et puis vous avez quand même 3 bassons. Donc c'est un pupitre qui est, c'est un effectif qui est fourni, hein, Don Quichotte. Et pourtant, ça sonne pas plein parce que c'est voulu par Massenet, mais c'est quand même un orchestre de 80 musiciens. Hein. Ça sonne quand même un peu. Mais c'est intimiste quand même. Je veux dire, le thème est intimiste. Oui, tout à fait. Bien sûr. Les chants sont intimistes. Bien sûr. Donc, bon, à part évidemment les deux grandes scènes de danse, des escapades, mais le reste, c'est beaucoup plus intimiste. Tout à fait. Donc, bien sûr. Pas enfin, on aurait pu imaginer une salle plus petite. Non, mais tout à fait. Non, mais je suis pas. C'est que oui, je voulais juste dire que c'est un orchestre. Bon, c'est un orchestre quand même qui est assez dense. Mais pourquoi pas? Oui, l'œuvre est intimiste. C'est une évidence. L'œuvre est intimiste. Oui, c'est clair. Très clair. Bon. Écoutez, Bruno, il nous reste à vous remercier encore une fois pour cette passion évidente. Pour le coup, c'est tout à fait évident. Merci encore pour aujourd'hui. Merci encore pour je veux dire, toute cette année que vous nous avez accompagnés. Je n'ose pas dire qu'on attend l'année prochaine avec grande impatience, parce qu'on n'a pas encore tout à fait terminé cette année, mais c'est vrai, on attend vos présentations avec grande impatience et toujours beaucoup de on apprend toujours énormément de choses et un peu comme le chant. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la voix, mais on a aussi l'énergie. Hein. On ne vous a pas en réalité, mais vous arrivez à passer effectivement cette énergie qu'on retrouve effectivement dans le spectacle vivant et qu'on retrouve un petit peu moins, je dirais, dans le spectacle écran. Mais là, vous arrivez très bien à le passer.
Merci encore pour toutes ces présentations et bon, à l'année prochaine alors. Oui, ben, à l'année prochaine. Et puis, bon spectacle déjà, Don Quichotte. Hein, bon Ouais. spectacle. Et puis donc, à l'année prochaine. Merci encore. Merci à vous. Au Merci. revoir, Bruno. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. merci Merci à beaucoup. tous.